de Bicêtre, qui est passé de statut de soigné à soignant et qui a été un des premiers au 18e à estimer nécessaire de prendre soin des insensés. C'est passionnant. Gilles, vous avez, je le disais, intitulé votre rubrique sport. On a retrouvé Gaute Christiansen et ça semble vous réjouir. Mais oui, ça me réjouit parce que des Gaute Christiansen, il y en a quelques centaines, peut-être quelques milliers en Norvège. Peut-être. Et nous, on en cherchait un en particulier et on l'a retrouvé. Et d'ailleurs, il habitait pas en Norvège, mais en Thaïlande. Alors, si vous nous expliquez qui est Gaute Christiansen, on va être aussi content que vous. Oui, j'imagine. Bon, alors, Gaute Christiansen, il n'est pas tellement connu en France. D'ailleurs, il n'est pas tellement connu en Norvège non plus. En fait, il n'est pas tellement connu, enfin, à part de ses amis, de sa famille, mais c'est lui là qu'on voit à l'écran. Mais il a une particularité tout à fait étonnante. Figurez-vous qu'on peut le considérer comme, tiens, là il est avec sa femme, on voit qu'ils sont bien norvégiens tous les deux. On peut le considérer comme le premier vainqueur, enfin le plus jeune vainqueur de marathon de toute l'histoire de l'athlétisme. Et pour cause, il a gagné un marathon alors qu'il n'était pas encore né. Il était à l'état de petit embryon dans le ventre de sa maman, qui elle s'appelle Ingrid Christiansen et qui pour le coup, elle, c'est une vraie grande star de l'athlétisme. Hein. C'était la grande championne des années 80, record woman du monde sur 5000, 10 000 et marathons. C'est elle. Et voilà, la voilà. Et donc, elle attend famille en janvier 83 lorsqu'elle participe au marathon de Houston. Elle le gagne, mais elle l'ignore. Et elle continue sa carrière au fil des semaines qui suivent. Elle participe encore à d'autres épreuves. Elle vole de victoire en victoire jusqu'au mois d'avril, où là, elle se présente pour le championnat du monde de cross à Gateshead, en Angleterre, enfin peu importe. Et là, elle passe complètement à travers l'épreuve. Donc, habituellement, elle termine première ou deuxième. Et là, je crois qu'elle est 35e. Donc, elle est très inquiète. Elle se demande ce qui se passe. Elle va voir son médecin. On fait des analyses. Et le médecin lui annonce, mais Madame Christiansen, mais vous êtes enceinte de 4 mois. Comment elle a pu ignorer ça quand même? Parce que c'est pas facile pendant 4 mois d'ignorer qu'on est enceinte. Ben, écoutez, pour les sportifs, ça arrive. Bon, c'est pas très fréquent, mais ça arrive. Parce qu'en fait, beaucoup de sportifs de très haut niveau sont aménorrhéiques, c'est-à-dire qu'elles sont pas réglées. Et donc, elles sont privées finalement de ce symptôme qui souvent annonce la grossesse. Donc, c'est quelque chose qui est pas extrêmement fréquent, donc qui arrive. Il faut comprendre que le fait d'être aménorrhéique ne veut pas dire forcément stérile. En fait, il y a deux types d'aménorrhée. Il y a l'aménorrhée non ovulatoire et l'aménorrhée ovulatoire. On rentrera pas dans les détails, mais dans le cas de l'aménorrhée ovulatoire, on peut malgré tout tomber enceinte. Je sais que vous n'avez pas beaucoup d'expressions. Commencer une grossesse, disons, voilà. tout en étant non réglé. Et c'est vraisemblablement ce qui s'est passé pour Ingrid Christiansen. Mais passé cet élément de surprise là, il n'y a pas eu de risque pour la grossesse. Ben non, elle a eu 5 mois plus tard, elle a mis au monde un très beau bébé qu'on a vu là, enfin un peu plus âgé bien entendu, et donc qu'on a voulu rencontrer. Alors on voulait lui poser quelques questions. Qu'est-ce que ça faisait d'être le plus jeune vainqueur de marathon de l'histoire? Est-ce qu'il était devenu coureur à pied lui-même? Est-ce que l'hérédité avait joué? Enfin tout ça. Et puis ses réponses nous ont amusés. Par exemple, il raconte que quand il arrivait que sa mère l'enguirlande pour une raison X ou Y, peut-être parce qu'il n'avait pas rangé sa chambre ou qu'il avait des mauvais points à l'école ou que sais-je, je suis pas intime de la famille Christiansen, eh bien il avait l'habitude de répondre: et c'est grâce à qui que tu as gagné le marathon de Houston en 1983? J'y étais un peu pour quelque chose. Hein. Alors, il faut quand même savoir, sur un plan plus médical, que les premières semaines de grossesse, loin d'être un handicap pour les femmes, ça peut l'être, mais c'est parfois aussi un avantage. Mais c'est pour ça, en fait, qu'il a envoyé ça à sa mère. C'est qu'effectivement, dans un premier temps, il y a toute une adaptation métabolique qui se fait et on produit plus de globules rouges, on produit, la fonction cardiaque est améliorée aussi. Et donc, tout ça aide à la performance. À tel point, figurez-vous qu'on a suspecté pendant longtemps les athlètes des pays de l'Est, notamment les Est-Allemandes et les Russes, d'utiliser la grossesse, mais comme forme de dopage. Donc là, imaginez-vous, c'est tout à fait machiavélique. L'entraîneur ou... surtout les entraîneurs qu'on accusait de... Voilà, mettait la pauvre athlète enceinte dans la perspective de produire une performance, et puis après, elle devait être avortée et jusqu'à la prochaine compétition. Donc c'est quelque chose d'atroce, bien entendu, mais on n'avait pas de témoignage de première main. Donc c'était des rumeurs, et donc c'était des on-dit, oui, on m'a raconté que ceci, que cela, mais on ne savait pas véritablement si ça avait existé. Jusqu'en 1994, où là, pour la première fois, on a un témoignage d'une athlète, c'est une gymnaste russe, Olga Karaseva, qu'on va d'ailleurs voir en photo, c'est elle, et qui, pour la première fois, raconte donc à la première personne, oui, effectivement, ça s'est passé comme ça, on m'a mise enceinte dans la perspective d'une grande compétition. Donc on est sûr de ce fait maintenant? Eh bien, pendant quelques heures, quelques jours, on a été effectivement sûr du fait. Et puis, il s'est passé ceci, un peu curieux. Une autre Olga Karaseva s'est manifestée, la vraie, se plaignant qu'on ait usurpé son identité et qu'on ait raconté une histoire qui n'était pas la sienne. Et d'ailleurs, elle a intenté des procès aux médias qui relayaient l'information. Donc là, il y a eu alors tout un pataquès monstre. Il semble qu'au bout du compte, c'était quand même peut-être une grosse manipulation de la chaîne de télévision allemande qui avait proposé l'interview de la première Olga Karaseva. Bon, toujours est-il que les avis sont partagés, hein. Certains y croient, d'autres n'y croient pas. Moi, personnellement, je ne crois pas beaucoup à cette histoire de grossesse comme forme de dopage. Bon, pour son inhumanité, d'une part, mais ça, on a vu tellement de choses atroces dans l'histoire du dopage qu'on pourrait encore l'accepter, enfin, on pourrait le comprendre. C'est imaginable, en tout cas. Mais
Par contre, non, il y a une chose, c'est que toutes les femmes enceintes dans les premières semaines ne se sentent pas pousser des ailes. Non, si elles vomissent en plein, voilà, ça plein pose 200 mètres, c'est mauvais. Et puis l'autre chose, c'est qu'il existait à l'époque, on parle des années 70, il existait un tas d'autres produits qui étaient indécelables et plus efficaces que cette méthode-là. Donc au bout du compte, j'y crois pas beaucoup. Mais l'intérêt de cette rencontre avec Gaute Christiansen, c'est bien de montrer qu'on peut être sportive, extrêmement performante et enceinte et mettre malgré tout au monde un magnifique bébé quelques mois plus tard. Un jour, vous nous ferez une chronique Merci. sur le sexe avant une compétition. On se souvient de l'histoire de Noah qui disait qu'il faisait l'amour dans les vestiaires de Roland-Garros avant les matchs du tournoi. Ouais. On peut penser que ça fatigue plutôt, voir si ça booste ou pas. Ouais, à l'opposé, il y avait Mike Tyson qui faisait aucun rapport sexuel, lui, alors tout au long de son année, quasiment. Après, il s'est rattrapé, effectivement. Bon, d'accord, en effet, on verra ça plus tard. C'est intéressant, effectivement. Merci à tous les deux. On finit par l'émission par le 7 minutes pour une vie. On va retrouver les déshérités de Calcutta. En Inde, la maladie mentale est souvent considérée comme une malédiction.